10 ans déjà, le 7 janvier 2015, des terroristes d'obédience djihadiste, les frères Kouachi, attaquaient le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, et tuaient 12 personnes, en blessaient 11, pour punir l'équipe d'avoir publié des caricatures du prophète de l'islam. C'était un choc immense et un grand moment de fraternisation en France et hors de France. Des millions de personnes se ralliaient dans de grandes manifestations sous le slogan « Je suis Charlie ». Mais ça veut dire quoi, être Charlie ? Qu'est-ce que ça recouvre comme concept ? Dès le printemps 2015, le chercheur Emmanuel Todd publie un livre qui fait scandale. Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Pour lui, si le Charlie Hebdo de l'époque revendiquait des valeurs libérales au sens politique et républicaines, les forces sociales mobilisées en son nom avaient des valeurs relevant du conservatisme, de l'égoïsme, de l'esprit de domination, un esprit inégalitaire. Aujourd'hui, le journal lui-même a bien changé et finalement, ce qu'il écrit est moins important que ce qu'il représente et que Daniel Schneiderman appelle le charlisme. Dans ce livre, le charlisme raconté à ceux qui ont jadis aimé Charlie. C'est quoi le charlisme ? Comment s'est-il manifesté dans les moments de commémoration des 10 ans de l'attentat qui nous a tous traumatisés ? Pour en parler, dans cette édition de l'invité de Moumou, nous avons à nos côtés Daniel Schneiderman. Salut Daniel, salut Moumou. Bonjour. Salut Théo. À toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Salut. Et à toi la parole Moumou. Oui, alors merci infiniment Daniel J'ai dit Mourad, Schneiderman. parce que je t'ai connu Mourad dans le temps, avant que tu deviennes Moumou. Hein. Oui, c'est vrai, c'était avant ma mue. Merci infiniment Daniel d'avoir répondu positivement à cette invitation. Alors je le dis d'autant plus que voilà, nous sommes ici dans une émission de Critique Média qui est assez jeune, hein, qui a une quinzaine de mois à peu près, et que je connais ton travail notamment avec Arrêt sur Image. Hein, tu es le fondateur d'Arrêt sur Image à l'époque où c'était sur la 5, je crois, sur France 5, et qui m'a élevé vraiment élevé sur ces questions-là, éduqué. Non mais vraiment, sérieusement. Même pas la 5e à l'époque ? Si, c'était Non. la 5e. Ah, c'est la 5e. Au début, oui. Ah, c'est la 5e, Ouais. au début. Ça nous rajeunit C'est pas. vrai. Je suis pas sûr qu'on ait fait une bonne action. Hein. Ah, si. En t'élevant. Non, bah, si, justement. Ça élargit un tout petit peu le cercle, parce qu'on n'est pas très nombreux, finalement, à faire de la critique média, malheureusement. C'est comme ça, c'est la France médiatique qui refuse la critique de manière assez générale. Et notamment... Parmi les faits d'armes dont je me souviens, et je terminerai là-dessus, tu es le premier à avoir débunké Sifawi, et donc le monsieur Font-Marianne, quand même, hein, qui s'est bien enrichi sur ce dossier-là. J'étais déjà sur la thématique du charlisme. Hein. Oui, absolument, avant l'heure. Tu peux remarquer la constance quand même Mais de la démarche. Hein. C'est même de l'anticipation, je crois. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais voilà, je suis assez content de recevoir ici-bas, et je terminerai sur la flagornerie, l'empereur de la critique média en France. C'est plus sympa que Théo qui disait le grand-père avant l'antenne. Ouais, c'est pas trop sympa ça. Non, ouais. Je n'ai pas trouvé ça très sympa d'ailleurs. L'empereur, c'est mieux. Ouais. Ah là là, vous m'avez démasqué. Même si c'est hors champ, on coupera au montage, comme dirait la Bajon. Alors, je voudrais qu'on commence. On s'est contacté, on se connaît depuis un petit moment, mais on s'est contacté. Je t'ai invité j'étais un petit peu avant les vacances, les vacances de Noël, et puis on s'est confirmé ça. C'était avant la sortie de ton livre. Évidemment, je savais que le livre allait marquer un peu les esprits, puisque c'était au moment de la commémoration des 10 ans du massacre des attentats de Charlie Hebdo, de nos confrères et nos consoeurs. Mais je ne pensais pas que ça aurait un effet aussi important et que ça aurait collé à ce point-là à l'actualité. Et je voudrais, pour ça, imager avec ce qui s'est passé sur la chaîne Sud Radio avec Miss France, qu'on a sommé de se positionner sur Charlie. Suis-je Charlie ou suis-je anti-Charlie ? En gros, c'est un peu un résumé grossier de ton propos dans cet ouvrage. Je vous laisse écouter. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, c'est mais juste vous pourriez pour dire la oui. liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, pas ça me veut prononcer. dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas D'accord. répondre? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. C'est l'actualité hein, qui veut ça. Ouais. Ça y est. Oui, bien sûr. Comme si ça suffisait pas, ils vont avoir une espèce de réaction à cette stupidité par un grand reporter identitaire de Frontières dont on a parlé la semaine dernière, celui qui partait en reportage avec sa veste, qui s'accrochait au grillage et qui chassait les migrants. Eh ben, ils vont expliquer en fait que le fait de pas souhaiter répondre à cette injonction, c'est être anti-Charlie et que c'était scandaleux de la part de Miss France. Je vous laisse écouter cet extrait. Et moi, ce que je trouve flippant, c'est qu'il y a quelques années, il y avait des jeunes ou une génération qui, en fait,
ne connaissait pas vraiment le sujet ou se sentait pas, parce qu'on peut dire Miss France, qu'est-ce qu'elle connaît à la politique, etc. Même si ça va au-delà de la politique. Mais par convention, il disait je suis Charlie. Voilà, on dit je suis Charlie, c'est fait, c'est dit. On passe à autre chose. Il y avait ce petit côté comme ça, même ceux qui ne l'étaient pas complètement. Là, le politiquement correct, il s'est inversé. Maintenant, le politiquement correct, c'est de dire je suis suffisamment respectueux pour pas vous donner mon avis, parce qu'effectivement, sur la vidéo et cette excellente interview que Sud Radio a fait, on sent très bien qu'elle dit qu'elle va sortir une bombe si elle donne son avis. Et il y a une forme de complotisme. Il n'y avait pas de bonne réponse. J'ai l'impression que là-dessus, elle était plus ou moins conseillée, non ? Mais elle a fait... Non, je pense qu'elle a fait une très bonne réponse pour son camp, pour sa jeune génération. Dans 3 ans, vous verrez, elle fera la une de certains tabloïds où elle dira oui, à l'époque, on ne pouvait rien dire. Tout le monde dira oui, nous, c'était la même chose. On s'était fait censurer quand on défendait le Hamas. Une première question, évidemment, au regard de ce qui se dit là, de cette injonction et de cette non-réponse de Miss France, qui n'est pas... Je veux dire, à ce moment-là, Miss France, on peut la questionner sur le nucléaire iranien, enfin, on peut la questionner sur un certain nombre de choses, hein. Sur l'Ukraine, je ne comprends pas qu'on ait posé cette question. C'est un piège, évidemment. Est-ce qu'on est dans le charlisme au vu de cet extrait ? Avec tout l'épisode, on est dans le pur charlisme. Qu'est-ce que c'est le charlisme ? C'est et sur quoi est mon livre, en fait ? Il est sur la manière dont ce qui était à l'origine un fanzine, hein, comme on dit, un magazine satirique. Alors là, je parle du tout premier Charlie, hein, celui de Rezer, Cabu, Cavana, celui des années 60-70. Voilà, c'est ça. Redonner l'époque. Oui, des années 60-70. C'était juste un hebdomadaire qu'on lisait pour rigoler. Qui avait incontestablement une coloration déjà plutôt anard et très écolo, on va dire. Mais enfin, c'était avant tout un magazine rigolo. Bon, il a disparu au début des années 80, en 81. Il a été racheté 10 ans plus tard par Philippe Val, chansonnier à l'époque, mais qu'on ne présente plus aujourd'hui. Et Val, déjà, l'a transformé considérablement, c'est-à-dire qu'en gardant l'aspect, le côté caricature, rigolade, etc. Et d'ailleurs, il avait gardé des grandes signatures du premier Charlie, hein. Il avait gardé Cabu notamment et Cavana, mais il l'a transformé en journal engagé et, moi je dis dans le livre, en journal de guerre, puisque le nouveau Charlie, le Charlie de Val, émerge dans l'espace public au moment de la guerre de Yougoslavie, aux côtés de l'OTAN, pour défendre les bombardements de l'OTAN sur, à l'époque, la Serbie. Et donc, premier switch, ce qui était un magazine totalement antimilitariste. Enfin, je veux dire, au fondement du premier Charlie Hebdo, il y avait l'antimilitarisme. Et ça devient, sous la même bannière, avec le même aspect, tu as l'impression que c'est le même journal, mais ça devient un journal de guerre. Bon, et au tournant des années 2000, notamment après le World Trade Center, l'ennemi principal de Charlie, ça va devenir les musulmans. Alors, disent-ils, pas les musulmans en général, voilà, disent-ils les djihadistes, les intégristes, l'islamisme, etc. Ce qui est certainement vrai dans leurs intentions. Je veux bien croire qu'au début, les gens qui font l'équipe du Charlie de Val ne sont pas des racistes. Mais le problème de la caricature, c'est qu'elle est caricaturale. Et que quand tu dessines la caricature, par exemple, d'une adolescente voilée, tu dessines quoi et qui ? Tu dessines une gamine ou tu dessines une endoctrinée, djihadiste potentielle. Voilà, qui est-ce que tu attaques ? C'est parfois compliqué à comprendre. Et alors, avec la publication en 2006 des caricatures danoises de Mahomet, le procès que leur fait à l'époque la mosquée de Paris, procès à sensation, ils vont recevoir le soutien bruyant de toute la droite française, emmenée par Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque encore ministre de l'Intérieur, qui n'était pas encore président. Et là, la jonction va se faire et ils vont devenir, à partir de 2006, les supplétifs, on va dire, de la droite et de l'extrême droite française. Là-dessus arrive 2015 et l'attentat, le massacre épouvantable. Et à ce moment-là, s'ajoute une nouvelle composante, finalement, à ce qu'est le charlisme dans la société française. Ils deviennent incontestables. À partir du moment où ils ont payé le prix du sang, où il y a eu des martyrs, plus personne ne peut contester, ne peut dire « je ne suis pas Charlie ». Et tout ça va se solidifier, se stratifier dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, là maintenant, depuis 2015,
au point, tout ça va recevoir. Alors, entre-temps, va se constituer un puissant pôle médiatique raciste et islamophobe, constitué par Vincent Bolloré, qui va un peu déteindre sur l'ensemble du paysage audiovisuel français, et peut-être on peut dire beaucoup de médias français, je pense qu'on peut le dire. Et on en arrive à la situation absurde que tu décrivais, l'incident du week-end dernier, là où Miss France passe à une émission pour parler de ses activités de Miss France. Bah, oui. Et il y a là quelqu'un qui lui demande, mais est-ce que vous êtes Charlie ? Et le fait qu'elle ne refuse de répondre, comme tu l'as rappelé, comme son statut de Miss France lui en fait obligation, les Miss n'ont pas le droit de prendre position politique, quelle qu'elle soit. Donc le fait qu'elle refuse de répondre fait que immédiatement c'est un tollé dans le Bolloré-land, ça y est. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui dit sur le plateau de CNews, quand Miss France refuse de répondre, Al-Qaïda progresse. Enfin, je veux dire, elle devient la complice objective des terroristes et d'Al-Qaïda. Ouais. Et on est, avec cet incident, on est dans la quintessence de ce qu'est aujourd'hui le charlisme. Mais tu l'as très bien dit, je ne vais pas te paraphraser, on voit que tu as bien lu le livre. C'est-à-dire l'injonction, effectivement, à soutenir ce que les charlistes appellent la laïcité à la française. En fait, tout ça est recouvert d'un certain nombre de noms, mais qui est clairement une injonction à se situer contre... Alors, l'islamisme ou les musulmans. Enfin voilà, à partir de là, on peut discuter. Après, il y a la question d'amalgame, effectivement. Mais juste pour rebondir, et je te laisse la parole, Théo, bien sûr. Tu as parlé des supplétifs de la droite qui ont soutenu, évidemment, un certain nombre de positions de Charlie Hebdo. Le problème, c'est que ça ne se cantonne pas seulement, et on le voit très bien dans ton livre, ça ne se cantonne pas seulement à la droite. C'est que ça a débordé à ce que j'appelle, moi, mais voilà, je ne suis pas le seul à le faire, mais la fenêtre d'Overton médiatique, c'est-à-dire que ça déborde sur des gens qui se disent de gauche et qui vont utiliser, on suit le fil d'Ariane, qui vont utiliser ces événements pour prospérer, et je le dis dans tous les sens du terme, et je l'assume complètement, parce que ça rapporte aussi un peu d'argent quand même tout ça, qui vont prospérer sur les attentats de 2015 et qui se disent encore de gauche. Comment tu explicites ce phénomène ? Là, je pense que tu fais allusion, même si tu n'as pas prononcé le nom, au printemps républicain. Bien sûr. Voilà, disons les choses. Ouais. Fâchons-nous avec tout le monde. On l'a déjà fait, c'est bon. Disons les choses comme elles sont. Il y a une espèce de parallélisme, en fait, entre l'émergence du printemps républicain et les attentats de Charlie. Déjà, le printemps républicain se constitue en 2016 pour soutenir Charlie et les Charlie, et pour soutenir le Je suis Charlie, en gros. Et effectivement, les deux, c'est-à-dire la mouvance proprement Charlie et le printemps républicain, sont tous les deux à des titres divers, en effet, les supplétifs de la xénophobie et du racisme de certaines franges de la droite, et en tout cas de l'extrême droite. Pour le RN, aujourd'hui, et le printemps républicain et le charlisme sont des providences. Le printemps républicain est une providence parce qu'en effet, ce sont des gens, alors intellectuels et auteurs ou hauts fonctionnaires, enfin il y a des gens de la préfectorale là-dedans, ce sont des gens qui se revendiquent de la gauche. Je veux dire, voilà, et notamment de cette partie du PS qui s'est plus ou moins structurée autour de Manuel Valls à partir du quinquennat Hollande. Alors déjà, les thèses de l'immigration, ça suffit, il faut contrôler, il faut les renvoyer, il faut faire des quotas, il faut faire des charters, la préférence nationale, etc. Déjà, ces thèses-là reçoivent le renfort de gens de gauche. Et par là-dessus, ces thèses-là reçoivent le renfort de gens étiquetés à gauche, parce que la persistance rétinienne fait que Charlie est une marque de gauche, on ne peut rien y faire, je veux dire, voilà. Et en plus avec un nez rouge, c'est-à-dire avec la Libye de l'humour.
puisque voilà, une des figures les plus en vue du charlisme, c'est Sophia Aram, qui a une chronique tous les lundis matins sur France Inter, qui fait des spectacles et qui a toujours le statut de, entre guillemets, humoriste, même si voilà, ça fait longtemps, je pense, qu'elle n'a pas fait rire grand monde dans ses chroniques du matin. Donc, pour l'extrême droite, ils prennent trop bien. Voilà, qu'arrivent des renforts de gauche et des renforts des anards bouffons, rigolos de gauche. Alors, juste pour terminer sur ça, parce que je veux finir avec Miss France, on va voir le dessin que ça a provoqué chez Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ce dessin? Donc, on voit des mollahs, donc des mollahs qui potentiellement sont des gens excessivement violents vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis des droits des femmes, littéralement, qui sont des assassins, qui pratiquent la peine de mort et ainsi de suite. On n'est pas vraiment dans un état de droit. Qu'est-ce que ça évoque le fait qu'il fasse une comparaison entre les propos de Miss France, dont tu as bien détaillé le fait que on n'a pas à lui demander ça, et puis le fait de la comparer à des gens aussi violents. Est-ce qu'on est dans l'humour, la caricature, ou est-ce qu'on est dans autre chose? C'est très simple. À partir du moment où tu n'es pas Charlie, tu es complice des mollahs. T'es complice des mollahs afghans, t'es complice des ayatollahs iraniens, t'es complice de ces horribles personnages. Je veux dire, on est dans un système de défense traditionnel et rhétorique du charlisme, comme quand Sophia Aram appelle Émeric Caron, le député insoumis, Abou Émeric El-Versailly. Abou Émeric El-Versailly. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu contestes le charlisme, tu deviens un complice. Et moi, qu'est-ce que j'ai pas entendu avant le livre, il m'est arrivé quand même de prendre certains de ces gens-là comme objet de mes chroniques, que ce soit sur Arrêt sur Image ou dans l'IB, ça m'est arrivé quand même souvent, ou sur les réseaux sociaux. Mais voilà, qu'est-ce que je me prends? Le mollah Schneiderman, l'ayatollah Schneiderman. Je confirme. Ouais, voilà. Et j'imagine que t'as jamais été le mollah Moumou encore? Ils t'ont pas fait le mollah Moumou? Pas encore. Non, j'ai pas eu cet honneur-là, mais bon, ça va venir. J'y travaille. On va dire ça travail dur. Alors, Daniel, Charlie, c'est aussi toi, d'une certaine manière. En tout cas, l'histoire de Charlie, pas du charlisme, c'est aussi ton histoire. Et dans le chapitre 1 de ton livre, tu en parles un peu. Tu parles du retournement du 7 janvier, donc 7 janvier 2015 au 7 octobre 2023. De l'eau a coulé sous les ponts. Ta perception de Charlie a changé. La perception aussi peut-être d'une génération qui s'est fracturée. Comment, disons, Charlie et son évolution rentre en résonance avec ton histoire personnelle et l'histoire de ta génération de journalistes et de citoyens de manière générale? Tu veux que je te raconte comment est née l'idée du livre? Oui, je veux bien. J'étais en train de discuter avec mon éditrice. On passait en revue, on refaisait le monde, quoi. Et je disais que j'étais étonné de voir à quel point, dans ma génération, je suis de la génération qui était ado dans les années 70, dans ma génération, des gens qui, ados ou jeunes adultes, étaient de gauche, et vraiment de gauche, à quel point ils avaient basculé réac, quoi. Et j'ai regardé autour de moi, on n'a pas donné de nom, mais des journalistes, des intellos, des écrivains. Je disais, mais j'aimerais bien faire un livre sur ces gens-là. Et alors elle me dit, mais c'est qui ces gens-là? Les deux premiers noms qui me viennent, je lui dis, je sais pas, des gens comme Val, comme Fourest, Caroline Fourest et tout. Et je lui dis, tous les charlistes, quoi. Et je jure, c'était pas prémédité. Le mot charliste. Le mot charliste, c'était pas prémédité. Et elle me, voilà. L'idée au lieu de faire l'idée de faire un livre était née. Charlie, moi j'ai pleuré le 7 janvier. Mais j'ai pleuré, mais j'ai chialé, mais toutes les larmes de mon corps quand ils ont commencé à donner à la radio les noms des. Au début, on n'y croit pas. On se dit, il y a eu un attentat à Charlie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, t'entends les noms. T'entends Charb, mais surtout, t'entends Cabu et Volinsky.
Et Cabu et Wolinski, moi, c'est mon adolescence dans la cour du lycée, en train de bouquiner Charlie et de regarder les petites nanas de Wolinski, le grand Duduche de alors là, je parle à nos spectateurs les plus anciens, hein, oui, les autres, excusez-moi, mais le grand Duduche de Charlie, de Cabu, c'est démêlé avec le proviseur et le surveillant général, etc. Je veux dire, j'ai ça dans le sang. Vous savez, on parle souvent de l'identité française. C'est quoi l'identité française? Dans ce qui compose mon identité française, il y a Cabu, il y a Wolinski, il y a Cavana, il y a ces dessins-là. Donc Mais au moment où les attentats se produisent, le charlisme a déjà commencé à contaminer Charlie. Et est-ce que tous s'en rendent compte? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que le regard critique que tu portes aujourd'hui sur Charlie était déjà présent à ce moment-là? Et comment justement ça se gère de pleurer des personnes avec qui on a été très en affinité et avec qui peut-être on l'est moins, ou en tout cas on est moins avec leur journal, parce que leur journal est peut-être d'une certaine manière travaillé au corps? Je m'en rends compte par étapes. Par exemple, il y a une étape importante, c'est le licenciement de Ciné par Philippe Val, qui est devenu directeur de Charlie en 2008. La violence de ce licenciement, l'accusation d'antisémitisme contre Ciné qui me trouble. C'est la première fois, je pense, ça doit être la première fois où je réfléchis vraiment à la différence entre antisémitisme et critique d'Israël. Franchement, j'y avais jamais véritablement réfléchi avant. Et d'ailleurs, je réagis par étapes à l'époque. C'est-à-dire quand Val licencie Ciné, parce que Ciné a fait une chronique satirique sur le fils Sarkozy qui se fiançait ou qui se mariait à l'époque avec l'héritière des magasins Darty, en disant il ira loin ce petit. Au début, je me dis ouais, c'est une attaque. Il y a quand même. Il y a peut-être de l'antisémitisme là-dedans quand même. L'héritière Darty, elle est juive. On les attaque sur l'argent et tout. Ça sent pas bon. Et puis, en regardant les textes de plus près, je me dis mais non. Enfin, je veux dire, c'est une attaque contre d'abord des deux personnes. Je veux dire, le fils d'un président de la République qui se marie avec une riche héritière. C'est une attaque contre ces personnes-là. Il n'y a pas un gramme. Donc, je commence à me dire mais quand même, voilà, cette accusation d'antisémitisme balancée comme ça. Et puis, alors là, on est en 2008. L'année suivante, comme par hasard, Philippe Val devient directeur de France Inter. C'est-à-dire, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il y a une certaine récompense. Nommé par Sarkozy. Nommé par Jean Lucas, sous Sarkozy. Président de Radio France, avec vraisemblablement un aval très, très, très appuyé de Sarko et peut-être aussi de Carla Bruni. Enfin, moi, je ne suis pas dans les, je suis pas dans les confidences des uns et des autres. Et là, je commence vraiment à m'intéresser, à me repencher sur l'histoire des caricatures qui avaient eu lieu 2 ans plus tôt. Et voilà, là, je commence vraiment à être sensibilisé par le phénomène. Alors après, il y a beaucoup de... Après, Val se barre de Charlie. C'est Charb qui devient directeur. Alors, Charb, c'est pas Val. Charb, par exemple, sur le Proche-Orient, les positions de Charb, les éditos de Charb, les dessins de Charb ne sont pas du tout des dessins de combat, des éditos de combat comme la production de Val. Dont à Arrêt sur Image, on reçoit Charb après le premier attentat, l'attentat au cocktail Molotov contre les locaux de Charlie en 2011. Oui, donc voilà, je me rends bien compte que voilà, c'est pas le même Charlie que j'ai connu quand j'étais gamin, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est pas mon sujet prioritaire à l'époque. Alors, une question, puisqu'on parle de Philippe Val, on va regarder un extrait d'une intervention qu'il a fait auprès du Figaro. Alors, c'est toujours marrant parce qu'il intervient notamment, alors c'est complètement délirant, il intervient très régulièrement sur Europe 1, sur les chaînes bolorisées, il intervient notamment au Figaro, et voire même... Parce que le Figaro, maintenant, a des espèces de bras armés. Hein. Il y a des branches armées. Il y a le Figaro, la maison mère, et puis des branches armées qui sont plutôt le Figaro Vox, Figaro TV maintenant, qui est devenu un lieu... Pardon ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le figarisme du Figaro ? Ce sera le prochain bouquin. Ce sera ton prochain livre. Je te laisse le titre. On va regarder un extrait de Val qui va parler des
porte-parole de l'antisémitisme et qui va tenir des réactions et des trucs au doigt mouillé qui sont absolument extraordinaires, notamment sur la question, et on va le voir juste après, sur la question de l'islam et des musulmans. Il est le dernier avatar de cette gauche-là, de cette gauche négationniste. La réponse aux gens comme Schneiderman ou Aurélien Bélanger, etc., la réponse à ces gens, elle est arithmétique. Combien de morts depuis le 11 septembre aux États-Unis et depuis Mohamed Merah en Europe? Combien de morts? Et de quelle nature? Et combien de juifs morts? Parce que juifs. Et la réponse, elle est là. Comment vivre dans une société en acceptant ça? En acceptant que des gens qui sont assignés à leur statut de juifs, justement, ne peuvent plus mettre des enfants dans des écoles publiques et sont obligés de changer de quartier quand ils se sentent menacés. Comment un journal responsable ne peut pas réagir à ça à sa façon? Donc voilà, c'est au doigt mouillé, il va avancer des chiffres complètement délirants, on ne sait pas. Il parle des juifs qui disparaissent de Seine-Saint-Denis, des banlieues, parce que islamisés et compagnie. Il va évidemment t'attaquer sans que tu puisses répondre. Mais alors, il a fait encore plus fort. Et là, c'est un double Graal, mon cher Daniel, puisque tu vas te retrouver flingué à la fois par Aziza et à la fois donc sur un plateau d'une radio communautariste, pour pas dire autre chose, et puis avec toujours Val, qui là va tenir des propos encore plus délirants sur l'origine des terroristes. Je vous laisse écouter. Alors évidemment, tous les musulmans, loin s'en faut, ne sont pas des terroristes. D'ailleurs, il y a une étude qui montre à quel point les musulmans qui en ont marre de l'intégrisme et de la manifestation de l'intégrisme dans la société, ils sont nombreux en France. Et ça, c'est une nouveauté. Et une fois de plus, ce sont des gens qui assignent les musulmans à un certain rôle dangereux. Mais qui est mort? Combien de morts? Tous les musulmans, évidemment, ne sont pas des terroristes, puisque c'est ridicule de dire ça. Ils sont aussi victimes du terrorisme. Hein. Mais évidemment. Mais en revanche, tous les terroristes sont musulmans. Donc, selon lui, tous les terroristes sont musulmans. Ça veut dire que le problème de fond, c'est pas tellement son idéologie, c'est qu'il va sortir des conneries, puisqu'en fait, évidemment, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, l'histoire nous a montré très récemment qu'il y avait évidemment d'autres, notamment en Norvège et ailleurs, et en Allemagne très récemment, il y avait au contraire, il y avait une espèce de c'était pas monolithique, il y avait plusieurs types de terroristes. Et il y en a toujours eu plusieurs. Évidemment, et ça me renvoie, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, ça me renvoie vers ce que j'ai déjà développé ici. Nos amis d'Acrimed avaient courageusement, mais là aussi courageusement, que ta démarche sur le charlisme, parce que je trouve que c'est pas facile, on en reparlera juste après. C'est pas évident parce qu'on sait qu'on va se prendre une salve, j'imagine, quand on écrit un livre comme celui-ci, une salve de critiques plus ou moins mesurée, plus ou moins pondérée, que Acrimed avait écrit un article pour dire que non, c'est pas parce que Riss a été victime d'un attentat qu'il est équipé pour pouvoir juger de géopolitique, pour pouvoir parler de terrorisme, pour pouvoir... Genre, quand on est victime de quelque chose, on n'est pas... ça nous donne pas, ça nous confère pas un certain degré d'analyse, ce que l'on tolère, je pense. Harris, je te laisse me répondre. Alors, plusieurs choses. Oui. Tu as parlé de Riss. Oui. Moi, je ne parle pas de Riss dans le livre. Oui, oui, absolument. Je parle des dessins de Riss. Oui, oui. Oui, pas je n'ai pas, et j'y ai fait très attention, je n'ai pas un mot personnel, dépréciatif ou désagréable sur les personnes qui, dans leur chair, ont été victimes d'attentats. Évidemment. Non, donc je ne parle pas de Riss. Mais en revanche, j'estime que sur les dessins de Riss, c'est-à-dire sur la production de Riss, là, le droit de critique, il est complet et on a le droit de dire tout ce qu'on veut sans autocensure sur la production de quelqu'un comme Riss, qui est aujourd'hui directeur de Charlie. Alors ensuite, que ce soit une énormité de Val de dire tous les musulmans ne sont pas terroristes, ok, c'est gentil, merci, oui, mais tous les terroristes sont musulmans. Oui, c'est une énormité, tu l'as dit, il y a un terrorisme d'extrême droite, il y a un terrorisme facho. Il y a même des terrorismes régionalistes, il y en a eu, il y a eu des terrorismes d'extrême gauche. Bien sûr. Alors ça dit, je ne veux pas éluder la question.
il y a un terrorisme islamiste. C'est absolument évident. Il existe. Il a existé dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années. Je veux dire, on peut considérer qu'il démarre au 11 septembre 2001 avec le World Trade Center. Enfin, on peut trouver la date qu'on veut, il n'y a pas de problème. Donc oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Et que ce terrorisme islamiste, comme n'importe quelle manifestation de terrorisme, doit être combattu fermement avec tous les moyens de l'État. C'est-à-dire d'abord, en tout premier lieu, par le renseignement, parce que le plus efficace quand même pour choper des terroristes, c'est de les choper avant. C'est la prévention. C'est la prévention, c'est de les choper avant qu'ils passent à l'acte. Et ensuite, après le passage à l'acte, ça doit être combattu avec tous les moyens que permet l'État de droit. Et ces moyens sont nombreux, je veux dire, avec la police et la justice. Mais en quoi ça justifie ce à quoi on assiste depuis... des années et des années, et encore plus depuis 10 ans, qui est cette assimilation peut-être involontaire, je veux pas, voilà, je sonde pas les reins et les cœurs, hein, peut-être involontaire de ces terroristes qu'il faut combattre, à toute la population musulmane d'un pays qui exerce son culte, qui fait ses prières, qui va à la mosquée, qui fait Ramadan, voilà. Enfin, je veux dire, qui fait autre chose, qui va au boulot et qui va à l'école. Et accessoirement, qui travaille dans les hôpitaux et qui vide les poubelles. Ouais. Alors, je reviens juste sur... Et pas seulement, d'ailleurs. Et qui est aussi ingénieur, enseignant, prof, bibliothécaire. Oui, mais je disais les poubelles par rapport au Covid et au métier qu'on a un peu oublié, utile, qu'on a un peu oublié et déprécié. Je reviens juste sur la question de tout à l'heure, ce qui me semble très importante te concernant. Quand tu vas sortir ce bouquin, question qui me semble importante, on va voir cette capture d'écran. C'est une reprise d'une de tes interventions où tu vas expliciter ce que tu es en train de nous expliquer là de manière courageuse, je trouve, mais vraiment je le dis sincèrement. Et là, tu vas être quasiment traité par Jean Quatremer, qui est pourtant un confrère du même journal que le tien, Libération. Tu vas être traité de quasiment d'antisémite. Alors je lis le tweet: l'antisémitisme, c'est la faute des Juifs, entre parenthèses, et des médias bien souvent contrôlés par les Juifs, et je sous-titre. Et il précise, Jean Quatremer, donc c'est pas son nom, hein, c'est un pseudo, la nausée. Comment tu as vécu cet épisode ? Alors là, faut contextualiser, comme on dit. Tu fais référence à une émission que j'ai faite il y a quelques jours pour la sortie du livre, dans l'émission À l'air libre de Mediapart. L'émission commençait et je suis interrogé sur l'antisémitisme et les attentats antisémites. Je dis que oui, il y a des attentats antisémites. Oui, il y en a de plus en plus. Oui, c'est pas bien qu'il y ait des attentats antisémites. Oui, il faut mal, bien sûr. Oui, il faut combattre dans toute la mesure du possible les auteurs d'attentats antisémites. Et après, je dis que selon moi, mais là on est dans l'analyse, selon moi, contrairement à ce que j'entends dire à longueur de journée et de nuit et d'années sur les chaînes d'infos, j'estime que le principal responsable de la montée de l'antisémitisme en France n'est pas quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, comme les médias mainstream le répètent à longueur de journée, mais qu'il faut peut-être aussi s'interroger sur les institutions prétendant représenter, ce sont mes termes sur le plateau, prétendant représenter les Juifs de France. Le R de CRIF. Représentativité que rien n'est venu vraiment établir, au premier rang desquels le CRIF, et qui, notamment depuis le 7 octobre 2023, ont pris fait et cause pour le gouvernement Netanyahou, pour la politique israélienne, pour les génocidaires israéliens à Gaza, se permettant même de critiquer Macron, par exemple, quand Macron, de temps en temps, levait le petit doigt pour dire à Netanyahou « Attention, pas trop quand même, attention !» Ou quand Macron prononçait à propos du Liban le mot de barbarie, là on a vu le CRIF monter au créneau. Je me dis peut-être que ces gens-là qui disent « Nous, on représente les Juifs » et qui, de fait, apparaissent dans l'espace public comme des complices du gouvernement israélien, peut-être que dans certains esprits français, ça peut aussi nourrir un préjugé antisémite. Sait-on jamais ? Voilà ce que j'ai dit.
Et donc, voilà ce que j'ai dit. Et donc, tu as été accusé de dire que c'est la faute aux Juifs s'il y a de l'antisémitisme. Tu peux relire le tweet de Quatremer, voir comment Quatremer transforme le propos que je viens de tenir. Bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. Il dit très clairement, l'antisémitisme, c'est de la faute des Juifs et des médias, bien souvent contrôlés par les Juifs. Je sous-titre la nausée. Et évidemment, je n'ai rien dit de tout ça. Ni c'est la faute des Juifs, ni des médias contrôlés par les Juifs. Tout ça est totalement hors de mon esprit. Enfin, je veux dire, tout ça est un amoncellement de débilité. Non, mais alors, oui. Voilà. Alors, on travaille dans le même journal, ce qui complique les choses. Moi, il m'avait été dit, puis de toute façon, c'est la ligne que j'ai adoptée, qu'entre collaborateurs du même journal, on ne se donne pas des coups de pied dans les tibias sur les réseaux sociaux. Je trouve ça bien. Pour qu'une collectivité de travail, une collectivité journalistique... On parle de Libération. On parle de Libération, où je fais une chronique tous les lundis, comme tu le sais. Je trouve ça bien que dans une collectivité de travail, si on peut s'engueuler en interne, tant qu'on veut, débattre, mais qu'en public, parce que sinon ça n'en finit plus, quoi. Bon, moi je m'y suis toujours tenu. Il m'est arrivé de critiquer Libération, mais dans Libération, dans ma chronique de Libé, là je pense qu'on peut... dans Libé, mais pas sur les réseaux sociaux. Bon, je note que je me suis pris un coup de pied de mon excellent camarade Quatremer. Bon, après, je m'en suis remis, je te rassure. La chose, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, parce qu'il y a eu des passes d'armes entre journalistes de Libération, notamment avec Luc Levaillant et certaines de ses chroniques borderline. Mais tant mieux. Non, sur les réseaux sociaux. Ah oui. Je parle. Donc, c'est pas une première, mais est-ce que, par exemple, il t'a contacté ou pas du tout? Qui? Jean Quatremer. Ah non, mais absolument pas. De toute façon, il m'a bloqué. Alors, le truc, c'est vrai. Mais je suis bloqué sur X. Tu l'as expliqué. Donc, le truc un peu embêtant, c'est que voilà, moi, tu peux pas lui répondre. J'adore me prendre des coups de pied dans les tibias, mais quand j'en prends un, j'aime bien répondre, et que juste là, c'est pas possible. Alors, Daniel, un des chapitres de ton ouvrage, c'est le monde selon le charlisme, c'est-à-dire la vision du monde, l'imaginaire globalisé du charlisme, parce que finalement on parle beaucoup, mais c'est vraiment la transformation d'un progressisme en un conservatisme. Tu évoques notamment la question du féminisme, mais également la question de la perception de l'autre. Qui est l'autre? Est-ce qu'il est un étranger, une menace? Et c'est à travers cette analyse qu'on peut voir que effectivement il y a une bascule vers l'extrême droite. Je vais dire franchement, moi ce qui me dérange le plus dans le charlisme, c'est pas ces thèses. Parce qu'après tout, voilà, défendre une laïcité dure, comme on dit, c'est une thèse acceptable. On a le droit. On a le droit de considérer que les femmes ne doivent pas se baigner en burkini sur les plages. On a le droit. C'est une opinion. On a le droit d'émettre cette opinion. On a le droit de considérer que les accompagnatrices de déplacements scolaires ne doivent pas porter de foulard. On a le droit. Voilà. C'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est la liberté d'expression, etc. Ce qui me dérange dans le charlisme, c'est la place qu'il prend au détriment de choses qui me paraissent à moi beaucoup plus graves. Je veux dire, j'ai écouté toutes les chroniques de Sophia Aram sur France Inter, Radio Nationale, dans les 2 dernières années. Encore plus. C'est méritoire. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Bah non, mais je fais un bouquin quand même. Il faut quand même bosser. Tu vois, c'est un livre. Bon. Alors, un nombre incalculable de chroniques sur le foulard, ceci, cela, machin, l'Iran, les femmes iraniennes, tout thème, effectivement, sur lesquels il faut se mobiliser. Bon. Pas une seule sur l'écologie, pas une seule sur le climat, pas une, en 2 ans. Enfin, si, une seule. Sur Sainte-Soline, et la mobilisation de Sainte-Soline pour dire que, oh là là, c'est quand même dommage que les écologistes et les gendarmes se tapent dessus. En gros, c'est le... Bon, je suis désolé, mais moi, presque me révolte davantage que le charlisme, tout ce que le charlisme occulte simplement par la place qu'il prend. Par la place qu'il prend, notamment, par exemple, sur les questions du climat. Là, depuis le nouveau gouvernement Bayrou, le climat a totalement disparu de l'espace public et du débat public. C'est fini. On n'en parle plus. La ministre je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, de la transition écologique, a dégringolé à la 7e ou à la 10e place de la hiérarchie du gouvernement. C'est terminé. Bon, c'est un développement charliste, ça.
le temps d'antenne, le temps de colonne de journal, l'espace de colonne de journal que prennent les questions, entre guillemets, sécuritaires, identitaires, etc., par rapport au climat, voilà le problème du charlisme. D'autant plus que, on le disait au début de l'émission, à la base du tout premier Charlie des années 70, il y a l'écologie. Oui. Il y a l'écologie. À la base, il y a Reiser qui nous parle des énergies douces. Enfin, je veux dire, qui est passionné par les énergies douces, le solaire, l'éolien, etc. Et qui tympanise tous ses lecteurs avec les énergies douces en leur disant ce sera la solution un jour, il faut y venir et tout. À l'époque, il est le seul. C'était pas audible. Oui, à l'époque, il est le seul. Oui, bien sûr. Il y a GB qui développe de grandes utopies économico-sociétalo, sociales, etc. Je veux dire, merde. Enfin, je veux dire que sous la même bannière, aujourd'hui, on décide que la chose la plus importante, c'est de savoir si on va les renvoyer en charter ou en bateau. Merde. Ouais, c'est un peu complexe. J'avais une avant-dernière chose. Je ne sais pas si tu as surtout entendu les propos d'Aurélien Bélanger, donc sur le plateau de C'est ce soir. J'ai vu l'émission. Ouais. Voilà, qui expliquait que Charlie, en fait, bien avant les attentats, posait problème. Et puis, il y a eu une réponse virulente. Alors, on est au moment de la commémoration des 10 ans. Et donc, Laura Adler va expliquer, non, on peut pas disserter. On est tous Charlie et on ne peut pas avoir un regard critique. Alors, Aurélien Bélanger, il va franchement, il y va de manière assez forte, assez radicale sur son analyse. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'aurai une dernière question juste après. L'expression Charlie, ça c'est une relecture qu'on fait. On fait une relecture héroïque de ce qu'a été Charlie, etc. Cette tragédie nous a un peu obscurci les yeux sur plein de choses, et on savait en plus, et c'est toute la question, et c'est pour ça que cette affaire est compliquée, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Charlie, on savait qu'avec la ligne Philippe Val, qui était partie de Charlie à l'époque, il y a eu des relents un peu islamophobes, on sait que la publication des caricatures obéissait à une dynamique compliquée, qui était, à défaut d'être directement islamophobe, était une façon de montrer une sorte de supériorité de l'Occident, parce que nous, l'Occident, nous avions l'ironie. Et Charlie, d'un coup, de journal de la contre-culture, donc la contre-culture, c'est quelque chose de parallèle à la culture, un petit peu en cachette, Charlie s'est trouvé changer de position, c'est devenu la pointe avancée du combat de la supériorité de l'Occident, parce que l'Occident était capable d'une ironie dont les autres étaient pas. C'est devenu la pointe avancée à partir du moment où il y a eu cet attentat. Avant, c'était comme ça que ça a été conçu. Ça a été conçu pour provoquer délibérément et pour que Charlie soit quelque chose qui mette mal à l'aise, une sorte de mise en scène qui disait « Regardez, nous sommes supérieurs, nous avons une ironie que les barbares, que les primitifs, que les autres n'ont pas. » Ce qu'on vient de voir là, c'est un sacrilège. C'est-à-dire que ce qu'a dit Bélanger sur ce plateau, c'est un sacrilège. Il a dit on a le droit de discuter les dessins de Charlie. Bon, après, moi, je ne veux pas accabler Laura Adler. Je veux dire, c'est des questions très passionnelles. Il y a eu des morts, le sang a coulé. On est au moment du 10e anniversaire du massacre. Je veux dire, c'est tout à fait humainement compréhensible de prendre ça sur un plan passionnel. Non, la vraie difficulté, c'est la difficulté que j'ai eue dans le livre aussi, c'est d'arriver à penser en même temps, je suis horrifié par le massacre, et en France, on devrait avoir le droit de dire ce qu'on a envie de dire et de dessiner ce qu'on a envie de dessiner dans les limites de la loi, et en même temps, on a un droit égal à discuter, contester, critiquer, y compris... la production, les dessins de dessinateurs, voilà, les deux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Arriver à... C'est dur de penser à la fois deux choses aussi apparemment contradictoires, mais les deux, ne jamais perdre de vue un des deux bouts de la ficelle. Je veux dire, on a le droit, en France, de critiquer qui on veut critiquer, Dieu, Jéhovah, le prophète Mahomet, etc. Mais on devrait avoir aussi le droit de dire il n'est parfois pas mauvais pour des gens qui ont la parole dans l'espace public, comme par exemple des journalistes ou des intellectuels ou des dessinateurs. Il est parfois pas mauvais de s'interroger dans son fort intérieur ou collectivement dans la rédaction sur l'impact et l'utilité de ces dessins ou de ces écrits ou de ces articles. Je dis juste ça, s'interroger.
Je dis pas s'auto-censurer, je dis pas... voilà, s'interroger, se poser la question. Vous voyez, une rédaction comme celle de Charlie, c'est un collectif. Bien sûr. Donc, je ne sais pas comment il bosse. J'ai jamais assisté à une conférence de rédaction de Charlie. À l'époque de Cavana et compagnie, c'était quand même plus simple. Je veux dire, on placardait les dessins au mur, les dessins de la semaine. Et si ça rigolait, c'était bon, ça passait. Si ça rigolait pas, c'était poubelle. Bon, mais on a le droit aussi, devant tous les dessins placardés au mur, de dire est-ce que c'est rigolo, oui ou non. Et après, voilà comment ça peut être reçu. C'est pas une faute professionnelle de s'interroger sur la réception. Bah non, bien sûr que non. Il y a émission et réception. Ma toute dernière question, et je te laisse après le mot de la fin, Théo, et puis éventuellement à Daniel. C'était sur la fabrication, la décision de fabriquer ce livre, et de t'entendre dire, dans cette époque particulière, alors j'avais dénoncé il y a je crois qu'il y a il y a 2 semaines, je crois, ce fameux titre de franc-tireur, donc qui est charliste, qui est l'organe central du charlisme. Absolument. Avant Charlie. C'est avant Charlie, bien sûr. Oui, aujourd'hui, l'humanité de Charlie, c'est franc-tireur. Du charlisme. Absolument. Du charlisme. Oui, non, tout à fait. Je voulais savoir si comment tu recevais le fait qu'on puisse, toi ou d'autres, d'ailleurs, je pense à Albert Lévy ou à d'autres personnalités, à Ronnie Broman ou quoi, de vous taxer d'antisémite. Comment vous vivez ça? Mais pas trop. Ouais, c'est ça, c'était le fameux. Ouais, merci Théo. C'était juif, mais pas trop, qu'ils ont osé mettre en une de leur journal en triant les juifs entre les bons juifs et les mauvais juifs. Comment tu vis ça? Je pense que dans les gens qui disent ça, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui le pensent vraiment. Ouais. Il y a ceux qui pensent vraiment qu'il peut exister des juifs antisémites. Mais vraiment oui, je pense qu'il y a des gens qui pensent ça. Oui. Pourquoi il n'y aurait pas de gens qui pensent ça? Tu sais, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Hein. Il en reste quelques-uns. Bon, donc ces gens-là, Puis après tout, il y a peut-être des juifs antisémites, j'en sais rien. Je veux dire, Le Pen avait un copain juif, Jean-Marie Le Pen. Voilà, il y a peut-être des juifs antisémites. J'en ai jamais rencontré, mais il y en a peut-être. Bon, il y a ceux qui le pensent vraiment. Et il y a ceux pour qui c'est évidemment une arme dans le... Un extincteur. Un extincteur, une arme dans le combat politique, idéologique, etc. Et ça, évidemment, c'est absolument dégueulasse. L'imputation... d'une manière générale, l'imputation injustifiée d'antisémitisme, c'est-à-dire sortir le rayon paralysant de l'antisémitisme pour disqualifier un contradicteur. Hein, Mélenchon dit Yael Braun-Pivet campe à Tel Aviv. Antisémite. C'est délirant. Mais qu'on m'explique un jour ce qu'il y a d'antisémite dans la phrase je veux dire, depuis le temps qui s'est répété en boucle, qu'on m'explique un jour ce qu'il y a d'antisémite dans la phrase de Mélenchon, Yael Braun-Pivet campe à Tel Aviv. Le vieux campeur, c'est quand même antisémite. Ah, le vieux campeur, oui, c'est un des nœuds de spot. C'est un spot de l'antisémitisme sportif parisien. Oui. Vous savez, je devrais pas dire ça là, parce que ça va être découpé et mis sur les réseaux. Non, t'inquiète pas. Ah si, non, mais pas par toi, mais non, je sais pas, par le camp d'en face. Par le camp d'enfin. Bon. Ah, le camp, j'ai dit le camp. Merde, le camp. Mais oui, non, mais voilà, non, mais t'es masqué. Bon, donc voilà, c'est une arme disqualifiante absolument sous la ceinture. Mais humainement, c'est pas trop violent. Ah non, parce que moi, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je pense que je suis au clair avec ma judéité. Je suis au clair avec par exemple mon rapport à l'extermination hitlérienne. Je suis au clair avec mon rapport avec la religion, ce qui est à peu près de l'ordre de 0, si tu veux. Donc je suis au clair avec tout ça. Donc tout ça ne me t'atteint pas. Non, ne m'atteint pas, non. Bon, bah, la bonne heure. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Mourad. Et merci à vous donc d'avoir regardé l'invité de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov, sur notre site internet. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Alors faites le pas, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.